je me tiens à côté de deux piles de jeux auxquels je n'ai pas joué et que pour certains je possède depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vous les présente. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que je vous propose une partie 2 à une vidéo que je vous ai proposée il y a de cela environ 2 ans et demi, en 2019. Il s'agit de la suite de la présentation de ma pile de la honte, qu'on pourrait aussi, selon notre perspective, appeler la pile des opportunités. Alors, tous les jeux qui se retrouvent à quelque part dans ma collection, que j'ai en ma possession, mais auxquels, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Et bien évidemment, faut prendre en considération quelques points différents des vidéos auxquelles vous êtes habitués, qu'on produit habituellement. Normalement, lorsqu'on vous présente des jeux sur la chaîne, on a toujours quelque chose à dire, parce que c'est des jeux sur lesquels on s'est informé, c'est des jeux dont on a lu les règles, c'est des jeux qu'on a essayé, qu'on a eu l'occasion de jouer, où on a écouté beaucoup de vidéos de présentation d'autres personnes sur Internet. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai pour la plupart des jeux que je vous présente, parce que je vais vous présenter aujourd'hui 30 jeux que je possède auxquels je n'ai jamais joué. Pour certains, j'aurai pas beaucoup d'informations à vous donner, parce que parfois, on voit passer un titre, et là, ça peut être l'engouement, ça peut être l'impulsivité qui nous fait mettre le grappin sur le jeu. Parfois, ça peut être la thématique qui nous accroche. Parfois, ça peut être un mécanisme particulier. Parfois, ça peut être un ami ou quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaît nos goûts, qui dit « Hey JP, il faut que tu mettes la main sur ce titre-là, ça va concorder en plein avec tes goûts. » Donc aujourd'hui, je vous présente, je pense, une trentaine de jeux que je possède. Donc ça, c'est un des critères, un jeu que je possède évidemment, et auquel je n'ai jamais joué. Donc peu importe que ce soit avec ma copie ou la copie de quelqu'un d'autre, c'est vraiment des jeux auxquels je n'ai jamais eu l'opportunité ou le plaisir de jouer. Alors, sans plus attendre, commençons immédiatement la présentation. Et si c'est un format qui vous intéresse, alors que la vidéo vient à peine de commencer, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Je commence immédiatement avec 2 boîtes de Exit que j'ai récupérées il y a environ 1 mois ou 2. Donc, en version française, le vol vers l'inconnu, qui est un exit de difficulté débutante. Alors, habituellement, les débutants, ce que je trouve intéressant pour intégrer, souvent je les utilise là, pour intégrer des nouveaux joueurs à ce concept de jeu. C'est drôle parce qu'ils sont toujours mal à l'aise là, de détruire le jeu. Ils se sentent mal pour moi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant avec les niveaux débutants, souvent, c'est qu'on va avoir notre livret d'enquête, d'aventure dans lequel on va progresser. Habituellement, dans les niveaux modérés ou difficiles, on a accès à tout le livret dès le début de la partie. Il y a plusieurs pages et on doit essayer de faire des liens entre les éléments. Alors que dans les niveaux débutants, on y va une page à la fois, une énigme à la fois. Donc ça, c'est une petite progression intéressante. Et j'ai aussi le manoir sinistre. Et ça, je devrais peut-être pas commencer avec ça. J'en ai fait beaucoup des exits. Si bien qu'aujourd'hui, je me souviens plus lesquels j'ai fait. Alors, habituellement, j'attends toujours la version française. Sauf que le manoir sinistre, j'avais un doute. Et je n'ai pas ouvert encore pour vérifier là, les composantes, pour feuilleter un peu le tout rapidement. Mais je ne me souviens pas si je l'ai déjà fait. J'ai en tête que oui, mais je pourrais me tromper. Donc probablement que lorsque je vais l'avoir ouvert, si je réalise que je l'ai déjà fait, il y a 2 options qui vont s'offrir à moi. Soit je vais le faire jouer à des amis, je vais leur donner en leur disant qu'ils n'ont pas à se sentir mal de briser quoi que ce soit, ou je vais tout simplement le faire tirer ou le donner à quelqu'un qui nous suit sur la chaîne. Alors voilà pour les exits. On poursuit avec une série de jeux qui était vraiment particulière pour moi. C'est la série Time Stories. Time Stories, c'est un concept que j'aimais énormément, mais chaque scénario soit me décevait profondément, me frustrait pour la plupart,
ou m'étonnait. Donc, d'un scénario à l'autre, j'étais vraiment là, ambivalent sur mon opinion. Et ça, je l'ai récupéré il y a longtemps, en fait. En fait, ces 3 boîtes-là, c'est le prochain cycle de la série de Time Stories, donc avec les 9 scénarios de base. On avait terminé la série, le cycle blanc, et là on commence le cycle bleu. Alors, on a les 2 premiers scénarios ici. Il y a un scénario disponible aussi, un scénario spécial qui s'appelle Damien, auquel je n'ai pas joué. Alors ici, on a le projet Adal et une nuit d'été. Et j'ai récupéré aussi la boîte Expérience qui nous permet d'avoir un aspect là, de campagne un peu évolutive d'un scénario à l'autre. Notre personnage va débloquer des capacités. Bon, je dis ça, je ne l'ai pas essayé, là. Je ne sais pas exactement quelle perspective est-ce que tout ça prend ou quelle ampleur, mais bon, un petit mécanisme intéressant qui a été changé dans Time Stories que je crois que je vais aimer, c'est qu'on a enlevé, on a supprimé le principe des runs, c'est-à-dire que dans Time Stories, habituellement, lorsqu'on échoue, on remonte dans le temps et on recommence du début, mais avec les connaissances qu'on a, et chaque run, chaque parcours est de plus en plus efficace et rapide. Ici, on a enlevé ce mécanisme-là. Je trouve ça intéressant parce que justement, ça pouvait être frustrant après 9 scénarios différents de toujours reprendre du début en se disant « Je le sais exactement quoi faire, je le sais exactement où aller, je le sais quoi ne pas faire, mais j'ai juste perdu. » J'ai juste recommencé à cause d'un mauvais lancer de dés. Alors ici, on enlève ce principe-là. On a des histoires qui vont se jouer d'un bout à l'autre. Je ne sais pas combien de temps ça représente, l'histoire au complet. Si vous avez une information là-dessus, dites-moi-le dans les commentaires. Et puisqu'on est dans les jeux de déduction, d'enquête, continuons avec Unlock Legendary Adventures. Alors ça, c'est la dernière boîte qui est sortie ici en territoire québécois il y a de cela quelques semaines ou jours, là, selon le moment où je vais publier cette vidéo. On a 3 aventures. Nous avons Action Story. Celle-là ici, l'insaisissable Stella s'est emparée du joyau le plus cher du monde, rien de moins. Arrêtez-la et récupérez son précieux butin. On a ici Robin des Bois, mort au vif. Robin est entre les griffes du shérif de Nottingham, comme d'habitude. Rassemblez ses compagnons et délivrez-le de son cachot. Et finalement, juste ici, scénario que j'ai vraiment hâte d'essayer, Sherlock Holmes, l'affaire des anges brûlés, le plus célèbre des détectives, a besoin de votre aide pour résoudre une étrange affaire de meurtre. Les Unlock. Même s'il y a certains scénarios qui me frustrent ou qui me déçoivent, je suis accro à ça. Dès qu'une boîte est disponible, je saute sur l'occasion. Je les ai tous faits à part cette boîte-là, justement, et la boîte de Star Wars, dont je vais vous reparler dans quelques instants parce que j'attends d'y jouer avec mon ami Richard, qui est un grand fan de Star Wars. On continue, on dirait que toutes ces boîtes-là, étant environ le même format, étaient rassemblées ensemble avec un autre exit, les catacombes de l'effroi. Et cette boîte est beaucoup plus grosse que les 2 précédentes que je vous ai présentées parce que on a 2 aventures, une aventure plutôt en 2 parties. Alors c'est comme si on avait 2 scénarios ensemble. Et juste à l'arrière de la boîte, on montre les composantes qu'il y a à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses secrètes aussi, là, je ne sais pas trop, je ne veux pas rien vous gâcher, donc je ne vous montrerai rien. Mais je peux constater qu'il y a beaucoup plus d'éléments de jeu que dans une boîte habituelle de Exit. Bon, est-ce que c'est un scénario continu qui se divise en 2? Probablement, là, c'est ce que le titre laisse croire. Par contre, un élément que j'ai remarqué, c'est que c'est un scénario expert et que les scénarios experts, souvent, sont les plus frustrants. Sont ceux avec des énigmes tirées par les cheveux et tout ça. Alors, si vous avez eu l'occasion de faire les 2 parties de cette aventure, laissez-moi savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Tiens, on va terminer cette catégorie-là au complet. J'ai ici Unlock Star Wars, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, avec les 3 scénarios. Et là, ma boîte est à l'envers. Bon, alors,
voyez à quel point c'est pas préparé et arrangé. J'ai le scénario des rebelles où on doit fuir la planète Hoth, le scénario des contrebandiers où en fait on va incarner des contrebandiers et où on doit s'échapper du Star Destroyer impérial, et le dernier scénario où on va incarner des agents impériaux, récupérer des cristaux de Kyber sur l'ancienne lune de Jeddah. Alors, je suis pas assez calé en Star Wars pour tout comprendre ça, sauf peut-être la planète Hoth, qui me dit quelque chose. Alors, bref, une boîte que j'ai depuis longtemps, mais j'attends d'y jouer avec mon grand ami amateur de Star Wars. On continue avec les jeux de déduction et d'enquête avec The Key. J'en avais 2 boîtes. J'avais celle-ci, Sabotage à Lucky Lama Land, et j'en avais une autre. Celle-ci, je ne l'ai pas jouée encore. Alors, c'est un jeu de déduction. C'est un jeu là, pour 1 à 4 joueurs. C'est vrai, habituellement, je dis toujours le nombre de joueurs pour chacun des jeux. Je vais essayer d'intégrer ça pour les prochaines présentations. Des parties d'environ 20 minutes, donc ça, c'est intéressant. Et on va avoir plusieurs enquêtes, si on veut, ou plusieurs scénarios, si on veut, dans la boîte. Ça va être rejouable, donc on peut refaire le même scénario plusieurs fois. On n'aura pas les mêmes indices, on n'aura pas les mêmes déductions nécessairement à faire. Ben, en fait, si on a une bonne mémoire, très très bonne mémoire, on peut refaire des liens. Là. Mais grosso modo, c'est un jeu qui est rejouable. Et il y a plusieurs enquêtes, si on veut, ou plusieurs issues à notre enquête dans une seule boîte. Donc, on va devoir déduire un petit peu à la Clou qui est le criminel, dans quel lieu et quel objet il a utilisé. Bon, ça c'est un peu là, grosso modo, mais ça peut varier d'une enquête à l'autre. Et on va avoir différents éléments avec lesquels interagir. C'est un jeu de déduction et d'élimination. Donc, plus la partie va avancer, et le jeu se joue de façon simultanée là, pour la plupart de l'expérience. Tous les joueurs jouent en même temps. On va récupérer des cartes, on va prendre en considération les indices qui sont inscrits là-dessus, et grâce à une petite fiche et des crayons effaçables, on va essayer de faire des liens, de déduire, d'éliminer des suspects, des lieux. Ce qui est plaisant, c'est que d'une boîte à l'autre, on n'a pas vraiment les mêmes types d'indices. Parfois, on peut avoir là, des indices liés avec les armes du crime, mais parfois, ça peut être avec les empreintes de pieds, les différents trajets que les suspects ont pu emprunter à travers une ville pour se rendre d'un endroit à l'autre. Bref, des petits éléments qui sont réinventés d'une boîte à l'autre. Oh, on s'en va dans une autre catégorie maintenant, avec l'extension Splice and Dice de Too Many Bones. Alors, j'ai joué au jeu de base Too Many Bones. Excellent jeu, vraiment très très bon. Jeu qui se retrouve dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Mais je n'ai pas encore joué avec l'extension Splice and Dice, qui donne la possibilité aux joueurs de créer une espèce de monstre qu'ils devront affronter pendant leur aventure. Et on va ajouter à ça là, plusieurs éléments de jeu aussi, comme des nouveaux tyrans et des nouveaux les baddies, là, les petits méchants qu'on va pouvoir ajouter. Donc, plusieurs éléments qu'on va pouvoir intégrer à notre jeu de base si on trouve Too Many Bones trop simpliste ou qu'on croit avoir fait le tour de ce que le jeu de base propose, ou tout simplement si on veut un nouveau défi. J'ai l'impression que l'extension vient augmenter le niveau de difficulté d'un cran, mais en plus, j'ai l'impression que ça doit allonger un peu les parties et que ça doit probablement impliquer davantage d'éléments à prendre en considération. Je me demande si c'est pas trop. Mais bon, dans la dernière campagne de l'extension de Cloud Spire, j'avais décidé de récupérer le jeu de base de Too Many Bones, des Gearlocks supplémentaires, des personnages supplémentaires, et cette extension aussi, pourquoi pas. Mais j'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer. D'ailleurs, Too Many Bones, j'y ai joué seulement en solitaire, j'espère, en 2022, et jouer en multijoueur. On s'attaque à quelques extensions maintenant auxquelles je n'ai pas encore eu le plaisir de jouer. L'extension pour l'excellent alchimiste, le Golem du Roi, extension que j'ai reçue à ma fête
en 2021. Ma fête est le 29 mai en passant, si vous voulez m'envoyer des cadeaux. Alors, l'extension Alchimiste, un jeu de placement d'ouvriers et de déduction avec une application, il faut le dire. Très intéressant pour 2 à 4 joueurs. Too Many Bones, en passant, c'était 1 à 4 joueurs. Et Alchimiste, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui était aussi dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Et cette extension, on va ajouter 4 modules qu'on peut jumeler au jeu de base à notre guise. Donc, je n'y ai pas joué là encore. Je pense que je ne l'ai même pas encore dépunché en plus. Ouh! Non, effectivement, ça c'est très rare que ça arrive. Alors, je ne l'ai même pas dépunché encore. Donc, de ce que je me souviens, on va intégrer un petit départ asymétrique en début de partie pour tous les joueurs. Ça, c'est un des modules qu'on peut décider d'intégrer ou non. On va ajouter un module pour la piste d'ordre de tour. Donc, à chaque tour, on va décider, chaque manche, on va décider à quelle heure on se lève le matin pour aller faire nos emplettes. Plus on se lève tôt, plus on va jouer en premier, mais moins on aura des bonus, et plus on se lève tard, on va s'assurer de jouer en dernier, mais en compensation, on va récupérer plus de bonus. Mais cette piste-là est statique et identique d'une partie à l'autre. Ici, on ajoute un module qui va la modifier. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un petit peu de variabilité. On va avoir aussi, si je me souviens bien, une nouvelle façon de présenter nos brevets, les déductions qu'on a fait en cours de partie, et bien évidemment, la possibilité d'essayer de ramener à la vie un objet inanimé, une créature inanimée, le golem. Et puisque le nom porte... Le titre du jeu porte ce nom-là. Je suppose que c'est le module principal du jeu, mais aucune idée de comment ça se traduit ou comment ça se joue. Aucune idée. Et on continue avec une autre extension d'un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit des Charlatans de Belle-Castel, un jeu qui était dans mon top 20 des meilleurs jeux sur la planète avec l'extension des Alchimistes. Alors, dans cette extension, jeu de base qui est pour 2 à 5 joueurs en passant, ici, on va ajouter des nouvelles cartes. Ça, c'est important de le dire, des nouvelles cartes de divination, je crois, qui vont... des événements, si on veut, ou des opportunités à chaque tour. On va ajouter aussi des patients, des gens malades, qu'on va devoir soigner. En début de partie, on va sélectionner un patient, quelqu'un qui est malade, et on va s'engager, peut-être, en cours de partie, à le soigner. Et pour ça, on va gérer une espèce d'alambic. J'ai aucune idée comment on le gère, comment ça se traduit. Et on va essayer de fabriquer un remède pour soigner le patient, qui va nous donner probablement, là, je ne sais pas, mais des aptitudes ou des capacités, des compétences qu'une fois qu'il aura été soigné, on pourra utiliser pour le reste de la partie. Bref, je trouvais que c'était une extension qui avait l'air d'en rajouter pas mal. Est-ce que c'est super bon? Est-ce que c'est meilleur que l'extension des sorcières? Si vous avez joué aux deux, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Le temps file, on poursuit avec des boîtes un petit peu plus grosses, mais juste avant, un jeu plutôt accessible, La Récompense, un jeu fabriqué ici au Québec, d'un auteur québécois. Jeu que Sylvain vous a présenté également sur la chaîne il n'y a pas si longtemps, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil à sa vidéo. Il a eu l'occasion d'y jouer, de faire la vidéo de présentation. De mon côté, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Mais c'est un jeu où on va lancer un dé pour avancer, donc du roll and move. On va avancer notre petit personnage et selon la case sur laquelle on termine, on va pouvoir effectuer une action. Comme par exemple, en fait, c'est un jeu qui s'inspire un peu du jeu Les Grands Maîtres et du Monopoly. On va récupérer des biens, ça peut être des bâtiments, des propriétés, ça peut être des voitures, des avions, ça peut être etc., plein de choses. Et ces commodités, ces biens vont avoir des valeurs que nous seuls vont connaître. Et on va pouvoir essayer de les vendre pour faire du profit, soit avec des enchères, soit les vendre à la banque, elles vont pouvoir être endommagées, on va pouvoir essayer de les réparer. Donc si vous êtes amateur de jeux dans le style des Grands Maîtres et un mélange avec le Monopoly, ça devrait être un titre qui vous intéresse. D'ailleurs, je sais pas, c'est un jeu pour combien de joueurs? 3 à 6 joueurs. Ça joue jusqu'à 6? Ah ben, ça, j'avais aucune idée. Donc, 3 à 6 joueurs pour la récompense. Je continue avec un jeu dont quelques personnes de mon entourage ont déjà joué, dont Vince, dont un de mes amis, Stéphane aussi.
et qui ont réussi à me convaincre qu'il s'agissait d'une expérience intéressante. C'est le Dilemme du Roi. Un jeu pour 3 à 5 joueurs, je pense. 3 à 5 joueurs. Alors ici, c'est comme une espèce de campagne avec des scénarios. C'est un jeu Legacy. Aucune idée, par contre, là, de l'ampleur de la légativité, de l'aspect Legacy dans ce jeu-là. Est-ce qu'on doit déchirer, barbouiller sur des trucs, apposer des autocollants? Probablement, mais je ne le sais pas. Je pense pas que le jeu soit rejouable au terme de la campagne, par contre. Et ici, c'est un jeu c'est presque un jeu de rôle, en fait, où on va incarner des familles dans une thématique, là, justement, médiévale, si on veut, avec les rois et tout ça, et où on va devoir jumeler un aspect éthique. On va devoir prendre des décisions qui vont affecter le royaume en entier, parfois, et ça, justement, il va y avoir un mécanisme de vote. Essayer de prendre position, défendre ses opinions. Donc, on est pratiquement dans le jeu de rôle où on peut entrer dans notre personnage, faire des choix que notre personnage ou notre famille ferait. Et il y a même un avertissement au début du livret de règles qui dit « Hey là, si vous faites un choix qui est complètement à l'opposé de votre code éthique ou de vos valeurs, n'oubliez pas, c'est seulement un jeu. » Alors juste, cet avertissement-là dans les règles, on dirait que ça pique ma curiosité. Ça me fait penser un petit peu aux avertissements qu'on retrouvait dans This War of Mine aussi. J'en connais pas plus sur le jeu. C'est vraiment, j'ai essayé de garder ça un mystère pour moi pour ne pas être déçu, mais j'ai quand même de bonnes attentes pour le Dilemme du Roi. On continue avec Forgotten Waters. Alors, Forgotten Waters, la version française, un jeu pour 3 à 7 joueurs, parce qu'on peut incarner jusqu'à 7 personnages. C'est possible d'y jouer en solo, techniquement, où on va incarner plusieurs membres d'un équipage. Bon, je pense qu'il y a même une variante solo, qui est, pas une variante solo, mais une variante à 2 joueurs qui est disponible en ligne. Je ne sais pas c'est quoi la configuration parfaite. Si vous avez eu l'occasion de jouer, dites-moi selon vous, c'est quoi la configuration parfaite. Ça semble être des parties assez rapides. C'est pas une campagne. Je le demandais justement récemment à Monsieur Steve Provo Paquette, Monsieur Temple du Meeple, et il m'a corrigé à ce propos. Ce n'est pas une campagne, ce sont des aventures qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, entre les autres. Donc, on est capable de jouer une aventure avec 4 personnes autour d'une table et une autre aventure avec 5 personnes différentes, pas de problème. Et c'est à peu près tout ce que je connais sur le jeu. Je sais qu'en début de manche, on va avoir un timer, 40 secondes je crois, pour que chaque joueur prenne son personnage et l'envoie sur une case, un peu comme la sélection d'actions, un peu comme du placement d'ouvriers, entre guillemets. Il y a des cases qui sont rouges, ça veut dire qu'on est obligé d'envoyer un ouvrier faire cette action-là. Il y a des cases qui sont d'une autre couleur, là, je pense qu'elles sont bleues, où on doit avoir un maximum d'une seule personne, et on a des cases vertes où on peut avoir plusieurs personnes qui vont aller sur cette case. Et on a 40 secondes pour discuter, faire un plan, placer nos ouvriers, et après ça, résoudre les actions selon ce que le petit livret va nous indiquer. Bon, qu'est-ce que ces actions vont faire? Aucune idée. C'est quoi l'amplitude de tout ça? Aucune idée. Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects différents. Là, il y a un aspect asymétrique aussi. Résolution qui va se ressembler un petit peu à des résolutions avec des lancers de dés, beaucoup de hasard, un peu comme du Donjons et Dragons. Bref, version française, j'ai sauté là-dessus. Une autre boîte que je possède depuis bien longtemps, c'est Scythe, le réveil de Fenris. Donc, Scythe, je l'ai depuis longtemps. C'est un jeu que j'aime bien. Et j'ai ici l'extension, la campagne Legacy du jeu, avec quelques scénarios. Je pense que ça aussi, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo de la pile de honte en 2019, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer depuis. Ça serait dans mes résolutions. Je pense que j'avais dit la même chose en 2019, que c'était ma résolution d'y jouer dans l'année à venir. Bon, un jour, je vais réaliser tout ça. C'est peut-être parfois l'engagement, voilà. L'engagement que représente un jeu de campagne qu'on doit rejouer avec les mêmes personnes. C'est un jeu que j'aimerais jouer à 4, ultimement. Donc, trouver 4 personnes qui s'engagent à jouer à des parties périodiques. Je suis déjà présentement dans ma campagne de Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, je mets ça de côté, peut-être pour la prochaine aventure.
un jeu de Stefan Feld auquel je n'ai pas joué, Bonfire. Je sais que Vince l'avait beaucoup apprécié, Nancy un peu moins de son côté. C'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Ces temps-ci, on en entend moins parler. Est-ce que c'était l'engouement du nouveau Stefan Feld qui a fait encore son œuvre et que maintenant le jeu sombre dans l'oubli? Dites-moi ce que vous en pensez. Bonfire, c'est quoi votre top 3 des meilleurs jeux de Stefan Feld? Est-ce que Bonfire s'y retrouve? Il y a même un mode solo, ce qui est plutôt rare quand même avec les jeux de Stefan Feld. Je dirais que c'est probablement le plus beau jeu de Stefan Feld, même s'il n'est pas encore là, s'il n'arrive pas encore à la cheville de certains jeux d'aujourd'hui. Mais bon, je connais presque rien sur le titre, alors je m'arrête là. Bonne nouvelle, on a terminé la première pile, on entame maintenant la deuxième. Alors, je vais essayer d'accélérer le pas. Je vous parle de Carte Adventura Lhasa. Alors, j'avais reçu de Blam 2 scénarios de Carte Aventura, c'est-à-dire du premier scénario qui est Vinland. Et il y avait le tutoriel aussi. Et l'autre scénario qui est Lhasa. Alors, je n'ai pas fait encore ce scénario. Vraiment un petit jeu intéressant, là, un paquet de cartes et c'est tout. Qui se compare beaucoup à un jeu dont vous êtes le héros. Donc, on va faire des choix. Et selon les choix, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous ou des opportunités qui vont se refermer. C'est pas un jeu legacy au sens où on va déchirer ou barbouiller ou apposer des autocollants sur quoi que ce soit. Tout est rejouable et même qu'on va avoir intérêt à rejouer l'aventure plusieurs fois puisque d'une partie à l'autre, on peut débloquer des éléments qui vont devenir seulement disponibles pour notre prochaine partie et il y a des fins, des conclusions, des dénouements différents aussi selon les choix qu'on a fait. Je crois qu'il y a... est-ce que c'est écrit dessus? J'ai en tête 4 ou 6 dénouements différents selon les choix qu'on fait, les résolutions également, des événements en cours. Un petit jeu qui va se jouer en environ 60 minutes pour 1 à 6 joueurs, mais il n'y a pas de tour de jeu. Donc, c'est plutôt une expérience. On décide ensemble de ce qui va se passer dans notre aventure et c'est tout. Ensuite, Hero Realms, le village perdu. Alors, j'avais commencé une campagne de Hero Realms dans les ruines de Tandar, la première boîte de la campagne du jeu en campagne. Donc, j'y avais commencé ça en solitaire et j'ai aussi la boîte du village perdu en français. J'attends de terminer ma campagne des ruines de Tandar avant de m'y lancer. Probablement qu'on a encore, là, comme d'habitude, nos gros vilains qu'on va affronter, les carnets aussi, le carnet narratif, si on veut, là, qui va présenter chacun des scénarios, quelques embranchements. Aucune idée quels sont les nouveaux éléments qui vont être intégrés. J'espère qu'on réussira dans le village perdu à renouveler quand même des surprises, parce que les ruines de Tandar jusqu'à présent m'étonnaient grandement. Oh, on fait un petit retour dans le temps. Tantôt, je vous ai parlé d'Unlock. J'ai aussi fait l'acquisition de Unlock Kids, qui est vraiment génial en passant. Là, les Space Cow, Space Cowboys, en fait, ont vraiment là, marqué très fort avec une boîte pour les enfants. Je trouve ça génial. J'ai hâte d'y jouer avec mes enfants qui ont présentement 4 ans et demi et 6 ans et demi. C'est un jeu qui est jouable, on dit, à partir de 6 ans pour 1 à 4 joueurs. Je ne sais pas si... Probablement que ma fille serait capable d'y jouer. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer, là, dites-moi en commentaire à partir de quel âge est-ce que vous le recommandez. Est-ce qu'il y a des aventures ou des scénarios qui sont vraiment trop complexes pour un enfant de 4-5 ans? Dites-moi ce que vous en pensez. Ici, on est dans des aventures de 20 minutes. Et on a 3 aventures qui vont se diviser en 2 parties. Donc 3 scénarios, mais 6 aventures au total, avec des parties de 20 minutes. Parfait, ça, pour des enfants qui, parfois, ont de la difficulté à rester en place ou qui se tannent, et c'est normal aussi, à faire une activité sur une longue période. 20 minutes, ça me semble parfait. Je vous parle de Furnace, aussi connu sous le nom de Les Hauts Fourneaux. Un jeu que j'ai eu l'occasion, et ça c'est rare que ça arrive, un jeu que j'ai eu l'occasion de voir d'autres personnes jouer au Delirium Ludique, un événement ici très important au Québec en lien avec les jeux de société. J'ai regardé Sylvain et quelques autres joueurs jouer au Haut Fourneau, ça m'a donné une idée de comment y jouer, mais je n'ai pas fait de partie pour ma part. D'ailleurs, Sylvain, on avait dit qu'on jouerait ensemble. Et tu m'as remplacé par d'autres personnes. Ça, je l'ai encore sur le cœur. Tu vois, je m'en souviens encore même 3 mois plus tard. Alors, Léo Plateau, un jeu de
engine builder, si on veut. On va construire notre petite machine où on va activer nos industries, nos bâtiments. On va essayer de faire des ressources, on va essayer de les transformer en points. Bref, complètement le genre de jeu à Sylvain. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. J'étais déçu qu'il n'y ait pas de mode solo du jeu. 30 à 60 minutes en moyenne. On continue avec un jeu duquel je ne connais absolument rien, si ce n'est que la thématique. C'est Lift Off. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, on dit d'environ 30 minutes par joueur. Un jeu à thématique de la course vers l'espace, la course vers peut-être la Lune, je sais pas, ou vers, je sais pas, jusqu'où on se rend là, justement dans ce jeu. On est en 1957, selon ce que la boîte nous dit. Hey, c'est pratiquement tout ce que je peux vous dire. Il y avait un gros spécial à la boutique L'Imaginaire sur le jeu. Il était à plus de 50% de rabais. C'est une thématique qui m'intéresse. Le look du jeu, un peu vintage, me fait penser au look du jeu vidéo de Fallout. Donc ça, déjà là, c'est des éléments qui me parlent beaucoup. Mais comment on y joue? C'est quoi les mécanismes de jeu? Quelles sont les subtilités et les twists? J'en ai aucune idée. Si vous avez joué à Lift Off, donnez-nous des commentaires dans la section appropriée. Ça va m'intéresser, puis je suis convaincu que ça va intéresser également d'autres personnes. Ah, le prochain jeu dont je vous parle. Cape May. La boîte est magnifique. Elle est vraiment, vraiment belle. J'aime énormément le look du jeu. Un jeu qui était censé sortir il y a de cela déjà, je pense, 2 ans, qui avait été retardé. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. 1 à 4 joueurs, durée d'environ 60 à 120 minutes selon la boîte. Et grosso modo, c'est un jeu qui est tout de même assez simple. À chaque tour, on va résoudre un événement. Il y a certaines zones du plateau qui peuvent être affectées par des événements néfastes, comme des incendies et tout ça. Après ça, on va effectuer jusqu'à 3 actions chaque joueur. Et il y a plusieurs actions qu'on peut effectuer. On peut se déplacer sur la petite piste qui représente un peu comme la villa ou le village près du port, près de la mer. On peut se déplacer. On va pouvoir aussi récupérer de l'argent. On va pouvoir construire. On va pouvoir... je vais revenir sur la construction dans quelques instants. On va pouvoir récupérer de l'observation des oiseaux aussi, des jetons d'observation d'oiseaux qui vont donner des points en fin de partie. On va pouvoir construire, ça c'est une des actions principales, des habitations ou des commerces. Et l'objectif du jeu va être de s'enrichir, d'être capable de rentabiliser tous les investissements qu'on va faire. Donc, on va pouvoir bâtir des petits ateliers, par exemple, et on va pouvoir les améliorer aussi. Donc, le jeu vient avec plein de tuiles, mais plein de petites figurines aussi de bâtiments de différentes sortes qu'on va pouvoir améliorer en cours de partie. Et plus on va les améliorer, plus ils seront efficaces, mais plus ça coûte cher, plus on doit investir, on doit essayer de rentabiliser tout ça avant la fin de la partie. Bref, un jeu qui me semble vraiment intéressant, avec des petites twists aussi particulières, un peu uniques, avec un look franchement génial, des composantes qui ont l'air magnifiques. On va pouvoir aussi récupérer des cartes d'amélioration si on réussit à bâtir des bâtiments précis. Bref, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Je ne sais pas comment la variante en solitaire est. Je vais le découvrir prochainement. Un jeu que j'ai depuis quelques mois, en fait que j'ai depuis cet été, j'attends d'avoir les bonnes personnes avec qui y jouer. C'est l'ultime secret de Léonard de Vinci, Codex, jeu d'enquête. Une grosse boîte noire avec pratiquement aucune autre information dessus. C'est un jeu pour 1 joueur et plus. On peut y jouer au nombre de joueurs qu'on veut. 14 ans et plus, quand même, parce qu'il peut avoir certains thèmes plus matures et une aventure qui va totaliser entre 3 à 4 heures. C'est un jeu d'enquête. On va ouvrir la boîte, il n'y a pas de livret de règles. Donc on ouvre la boîte, là-dedans il y a plein de choses vraiment spéciales. J'ai exploré un peu le contenu de la boîte par curiosité, je ne vous cache pas de surprise. Ah, peut-être juste une. Lorsqu'on ouvre la boîte, il y a un coffre barré avec un vrai cadenas à combinaison. Mais c'est seulement un échantillon des différents éléments de jeu qu'on retrouve à l'intérieur. C'est thématique. On va avoir une enquête à résoudre. Et laissez-moi vous dire que de ce que j'en connais,
C'est un jeu très outside the box, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser Internet aussi pour progresser. Bref, j'attends d'avoir au moins là, 4 personnes et une grosse soirée de disponible avant de m'y lancer. Je vous dirais que à ce stade-ci de la vidéo, on a passé les petits jeux apéritifs, les jeux familiaux. Là, on s'attaque aux grosses boîtes. Là. Vous vous souvenez que l'ordre dans lequel j'avais classé mes jeux, c'était des plus petites boîtes jusqu'aux plus grosses. Là, on arrive là, dans ces grosses boîtes-là. Alors, j'ai ici un jeu, j'attendais tellement ce jeu-là et j'y ai pas joué encore. Ouh, la boîte est lourde. Coffee Traders pour 2. Oh, prise 2. Coffee Traders, un jeu pour 3 à 5 joueurs, un jeu de placement d'ouvriers qui... je connais presque rien du jeu. La thématique m'intriguait. Le fait que plusieurs reviewers anglophones en parlaient en bien, disaient qu'ils avaient été impressionnés. J'ai écouté des podcasts qui louangeaient le jeu aussi. Mon bon ami Joe y a joué, il m'a dit qu'il avait trouvé ça vraiment génial. Au départ, j'étais pas certain à cause du minimum 3 joueurs, mais c'est certain que je vais y jouer la configuration à 3 ou à 4 joueurs, aucune idée. À part le fait que c'est un placement d'ouvriers, qu'on a des choses à gérer, qu'on va avoir un plateau individuel qu'on va développer en cours de partie aussi, j'ai pas vraiment d'autres informations à vous donner. Le plateau de jeu est gigantesque, je peux peut-être vous dire ça. Mais sinon, c'est tout. Alors, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, laissez-moi connaître votre opinion sur votre expérience. Je continue avec Detective City of Angels, un jeu que je vous ai présenté sur vidéo il y a de cela plusieurs mois déjà. Quoi, JP, tu nous as présenté un jeu auquel tu n'as pas joué? Ben oui, parce que ce que je vous ai proposé, c'est pas une critique du jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais censé y jouer. J'avais lu toutes les règles, j'avais même simulé quelques tours de jeu. J'étais familier avec les règles et souvent, lorsque je suis assez familier avec les règles, assez à l'aise avec les règles, même si j'ai pas joué au jeu, je vais filmer la vidéo, surtout quand je prévois y jouer bientôt. Ça fait comme une pratique pour moi pour expliquer le jeu de façon condensée. Et c'est ce qui s'est passé avec Detective City of Angels. J'étais censé y jouer et finalement, la soirée qui était censée avoir lieu a été annulée. Alors, on est dans un jeu pour 1 à 5 joueurs. Je pense pas que j'y jouerais en solitaire. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et on va être dans une configuration de... Tout le monde va jouer les uns contre les autres. Donc c'est pas un jeu coopératif. Par contre, les joueurs vont avoir différents rôles. On va avoir plusieurs joueurs qui vont incarner les détectives, des détectives véreux là, des années 30, si on veut. Et on va avoir, ou les années 50, je sais pas, en tout cas, il y a longtemps. Et on va avoir un autre joueur qui va représenter le maître de jeu, qui représente un peu comme le cerveau derrière une organisation criminelle. C'est lui qui va orchestrer les événements, mais aussi qui va être au courant de tout le déploiement des événements de l'enquête. Alors, cette personne-là va connaître l'issue complète du scénario, et c'est cette personne-là qui va décider quelles sont les informations que les joueurs vont récupérer en cours de partie. Ils vont interroger des témoins. Est-ce que les témoins vont leur dire la vérité du premier coup? Est-ce qu'ils vont mentir? Est-ce qu'ils vont bluffer? Est-ce qu'ils vont essayer d'éviter le sujet ou de dévier dans une autre direction? C'est ce que le maître de jeu va gérer. Les autres joueurs vont devoir se déplacer, faire des déductions. Ils vont avoir une petite fiche sur laquelle ils vont pouvoir prendre des notes pour essayer de déduire, bon, il y a des témoignages qui ne concordent pas, il y a quelqu'un qui a menti à quelque part. Un jeu où est-ce qu'on va pouvoir mettre des bâtons dans les roues des autres détectives aussi pour les ralentir, pour être le détective qui réussit à élucider l'enquête. Plusieurs scénarios différents aussi, d'une partie à l'autre, on peut alterner qui va être le cerveau de l'organisation criminelle. Oh là là, la plus grosse boîte que j'ai à vous présenter maintenant. Et là, alors c'est Midara. Oh là là. Alors, Midara, outre être une boîte gigantesque et remplie, oh là là, est un jeu de... Oh là là. Alors, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, je pense. Est-ce que c'est écrit sur la boîte?
Je pense que c'est ça. 1 à 4 joueurs. Par contre, si on joue en solitaire, on va devoir incarner plusieurs personnages, plusieurs héros. C'est ce qui me chicote un peu. J'aime moins ça, les jeux de ce style Ameritrash, si on veut, où on est contraint d'incarner plusieurs héros. J'aime ça jouer en solo pur et incarner un seul personnage. Mais bon, ça c'est ma petite limite cognitive personnelle. Alors dans Midara, on va avoir des scénarios, une campagne, il y a un livre narratif, là, le livre d'aventure qui a, je sais pas quoi, il faudrait que j'ouvre la boîte pour vous le montrer, qui a des centaines de pages, des centaines, le livre est tellement épais, il est presque aussi épais que la boîte, là, honnêtement. Bon, j'exagère un peu. Et ce qui m'intéressait énormément dans Midara, c'est l'aspect de développement de son personnage. On va développer un personnage de A à Z, on va pouvoir le personnaliser vraiment à notre goût. Et ça me semblait, au moment où je l'ai backé, la deuxième campagne sur Kickstarter, ça me semblait quelque chose qui était unique, que je n'avais jamais vu ailleurs. Toute l'amplitude et la liberté qu'on peut avoir pour créer notre personnage, notre classe, son armement, son équipement, les pouvoirs, les aptitudes, les compétences qu'il va avoir. Bref, toute une aventure. Quand je vais me lancer là-dedans, je vous le garantis, je vais avoir le jeu sur une table et il va être dédié, cette table-là va être dédiée à Midara. Et maintenant, je vous parle de Clash of Cultures Monumental Edition. Et là, vous allez dire, ou en tout cas, il y en a certains qui vont dire « JP, tu triches parce que tu as déjà joué au jeu de base de Clash of Cultures. » Oui, c'est vrai, j'ai déjà joué au jeu de base. Et d'ailleurs, c'est le meilleur jeu de civilisation, selon moi, sur la planète. Mais ici, on a une nouvelle édition, l'édition monumentale, qui va venir ajouter un paquet de choses, plusieurs que je ne connais même pas encore, puisque j'ai dépunché le jeu, mais j'y ai pas joué et j'ai pas encore exploré les règles, les nouvelles choses qu'on y a intégrées. Et une des choses qui m'intrigue justement, c'est que le jeu de base de Clash of Cultures, selon moi, c'était le meilleur jeu de civilisation existant. Et là, je me dis, il y a une nouvelle édition. Est-ce que c'est vraiment possible qu'on ait amélioré le meilleur jeu de civilisation au monde? C'est ce qu'on va découvrir. Donc oui, on a amélioré les composantes, changé un petit peu le look, mais en gardant l'essence du jeu de base. Mais on a intégré beaucoup de nouvelles choses aussi, entre autres, finalement, des éléphants. Enfin, on a des éléphants dans une seule boîte. Et aussi la possibilité d'incarner des peuples précis qui vont nous donner une direction asymétrique, encore plus que le jeu propose déjà. Alors, il y a les barbares, il y a les vikings, je crois, il y a les romains, les macédoniens, les babyloniens, etc. Je pense qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de peuples différents. Et en plus de tout ça, on va pouvoir personnaliser notre peuple, notre civilisation grâce à notre petit tech tree. Vraiment, vraiment un jeu que j'aime énormément ou que je ne joue pas assez souvent parce que c'est un jeu quand même pour 2 à 4 joueurs et des parties de 3 à 4 heures. Donc, un gros investissement de temps. Mais c'est toujours épique. Alors, j'ai hâte d'y jouer. Et la dernière boîte que je vous présente, le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est Descent. Alors, Descent, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu purement coopératif. On va jouer en équipe contre le jeu. Et ici, il n'y aura pas donc de maître de jeu comme on peut avoir déjà vu dans les éditions précédentes de Descent. D'ailleurs, ici, c'est la boîte Légende des Ténèbres. Ici, on va affronter le jeu qui va être généré par une application, il faut le dire. Donc, l'application va nous permettre d'interagir avec notre environnement et va nous aider à gérer les événements, la résolution des conflits aussi, des combats. Ça va être un mélange pour la résolution des combats entre l'interaction avec nos éléments de jeu et l'application. Aucune idée en dehors de ça, qu'est-ce que le jeu propose. Un autre jeu de campagne, je ne sais pas il y a combien de scénarios dans cette campagne-ci. Ça va être des scénarios quand même assez longs, là. On dit sur la boîte 3 à 4 heures. Par scénario peut-être? Possiblement, je ne sais pas. Probablement. Combien de scénarios dans la boîte? Aucune idée. Mais comme je le disais tantôt, j'essaie de m'investir seulement dans un jeu de campagne à la fois. Présentement, je suis impliqué dans Gloomhaven, Jaws of the Lion, mais je pense que Descent sera ma prochaine aventure à 2 joueurs probablement avec mon ami Richard. Ce qui veut dire qu'encore une fois, je vais prendre la boîte de l'éveil de Fenris,
la campagne de Scythe et je vais la remettre sur l'étagère pour encore quelques années. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui de ma pile de la honte ou de ma pile d'opportunités, une trentaine de jeux auxquels je n'ai pas joué, que j'espère jouer dans les prochaines semaines. En même temps, on est toujours pris entre l'arbre et l'écorce. Est-ce que je veux jouer à mes nouveaux jeux, les jeux que je possède depuis longtemps et que j'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer, parce que c'est pas une bonne chose d'accumuler plusieurs jeux qui prennent de la place, mais auxquels on ne joue pas, ou d'un autre côté, est-ce que je préfère rejouer à des jeux que j'ai depuis longtemps, des jeux que je sais que j'aime, où se retrouve l'équilibre entre ces deux contextes qui, c'est difficile pour moi de dire lequel vraiment est meilleur que l'autre. Ça dépend des perspectives qu'on a, ça dépend de notre vision, ça dépend aussi, il faut le dire, de notre budget et de notre temps alloué pour le jeu de société en général. Alors ma question pour vous, si vous regardez votre collection, combien de jeux se retrouvent dans votre pile de la honte ou votre pile des opportunités? De mon côté, une trentaine, mais ça prend en considération que dans les derniers mois, j'ai vendu plus d'une centaine de jeux. Alors c'est certain que dans cette période, je me suis débarrassé de certains jeux auxquels je n'avais pas joué encore. 30 jeux pour moi, c'est tout de même assez raisonnable. Peut-être que c'est énorme pour vous ou peut-être que ce n'est rien. Laissez-moi le savoir dans les commentaires et si vous avez bien apprécié ce format de vidéo, laissez-moi le savoir avec un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2